Notre deuxième invité est déjà sur place, sur ce plateau. Il s'agit du député Francis Chibalabala. Il est donc le président du caucus des députés nationaux de la ville et province de Kinshasa. Bienvenue. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. Très bien aussi. Dites-nous d'abord, les vacances ont pris fin. Comment vous les avez passées? Les vacances parlementaires. Comme d'habitude, hein, j'ai passé mes vacances dans ma circonscription électorale. Ouais. Nous avons effectué beaucoup d'échantes. Nous avons relevé quand même le desiderata de nos électeurs. Nous avons pu apporter certaines solutions aux problèmes qui les préoccupaient au plus haut point. Vous avez apporté certaines solutions. Certaines solutions, effectivement, parce que comme... Sur le plan social, bien, hein? Naturellement, parce qu'il y a... À Mapela, par exemple, ils avaient un problème du courant. Nous avons vu le directeur général de la SNEL que nous avait non seulement... qui avait mis non seulement les transformateurs en disposition, mais également les câbles. Et cette population est alimentée. Je crois qu'elle est très contente de ce travail qui a été abattu par moi et ainsi que la SNEL. Et il y a également la route Matankumu à Massina qui est en train d'être construite. Et une route, naturellement, parce que nous avons fait ces plaidoyers depuis notre premier mandat. Et l'actuel mandat, comme j'ai été doublement élu, il y a mon suppléant au niveau provincial, mon premier suppléant, qui a parfait justement ce travail. Et cette route a été retenue dans les programmes du gouvernement provincial et elle est en train d'être exécutée. Donc les travaux sont en train d'être exécutés. Et d'ailleurs, demain déjà, j'y serai pour inspecter les travaux qui sont entrepris dans cette partie de Massina. Et déjà, en faisant la rétrospective de tout ce que vous faites en termes de travaux, ou soit ce que vous apportez à la population qui est votre électrice, est-ce que vous vous dites que vous êtes satisfait jusque-là de ce que vous apportez comme solution? Nous pensons que les problèmes qui préoccupent nos électeurs ou les problèmes que nous connaissons dans notre circonscription électorale est tellement énorme, vous comprenez? Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut régler tous ces problèmes, qu'on peut résoudre tous ces problèmes. Nous sommes dans une dynamique où il faut apporter un tant soit peu des solutions aux problèmes de nos électeurs, mais le changement ne sera jamais radical. Nous n'avons pas un pouvoir messianique pour changer les choses comme par un claquement de doigts. Je crois que nous sommes dans cette dynamique depuis notre premier mandat et nous continuons à travailler au profit de nos électeurs. Tout récemment, la population m'a interpellé pour la route Mobutu. Donc l'entrée Petro-Congo, la route Petro-Congo. Et nous avons amorcé quand même de démarches pour que cette route, parce qu'il y a beaucoup de nids de poules, il y a la route qui est pratiquement détruite, il faut colmater les nids de poules et en même temps bétonner là où il y a pratiquement plus de macadam. Et je crois que nous sommes derrière justement les préoccupations, les problèmes de nos électeurs pour essayer quand même de, comme je l'ai dit précédemment, d'apporter des solutions, surtout que nous sommes leur porte-voix. Je suis leur porte-voix, ils m'ont élu pour que je puisse non seulement faire les plaidoyers sur des problèmes qui les préoccupent, mais aussi et surtout être à leur chevet lorsqu'il y a des problèmes sociaux, par exemple, qui se posent dans ma circonscription électorale. Voilà, oui, c'était depuis le 15 mars, pour ne pas dire hier samedi, vous avez repris le chemin de l'hémicycle. Que peut retenir la population par rapport à cette session de mars? Voilà, nous pensons que cette session, c'est une session de tous les enjeux, dans la mesure où tous connaissons la situation que nous traversons depuis un moment. Et je pense que nos actions en tant que... en plus, la recherche des solutions aux problèmes qui touchent quand même nos populations dans la partie est du pays. Et nous, en tant que législateurs, en tant que parlementaires, nous avons, lors de la session extraordinaire, parce qu'avant cette session ordinaire, nous avions fait des propositions. Nous avions fait des propositions au président de la République pour qu'il puisse bonifier son action diplomatique
qui allait déjà bien, parce qu'à notre niveau aussi, il fallait quand même que nous puissions faire de propositions. Ça a été fait. Et lors de cette session, non seulement nous avons décidé d'accompagner la population qui est réellement en difficulté, parce que, comme vous le savez, ils sont pratiquement... Il y a un problème criant qui se pose. La population est pratiquement à la merci de tout ce que nous pouvons connaître, donc la violence, etc. La population qui est malade et en difficulté de se faire soigner, la population est sur la belle étoile, je ne parle pas de tout le monde. Et nous, en tant que parlementaires, nous avions décidé, bien entendu, de ponctionner dans nos émoluments un montant de $500. Ça a été fait pour assister quand même cette population. C'était juste temporaire? Bon, je crois que c'est ponctuel, mais étant donné que la situation n'est pas réglée définitivement, nous allons certainement continuer avec cet élan de solidarité. Nous sommes députés, nous sommes élus de la population. Lorsque celle-ci est dans une situation miséreuse, il est quand même des bons aloi que nous puissions lui venir en aide. Et voilà que nous sommes en train de faire tout notre possible pour que cette situation de l'Est soit réglée définitivement, afin que la paix revienne, une paix durable revienne, mais aussi apporter quand même un ouf de soulagement à cette population qui est pratiquement sans vivre, sans sécurité, avec tout ce que vous connaissez comme situation qu'elle est en train de traverser. Et pour vous qui êtes député national, vous pensez que cette question pourrait être réglée sur le plan diplomatique ou bien sur le plan d'une guerre qui serait peut-être déclarée? Bon, nous pensons qu'il y a certaines personnes qui n'entendent que le rapport de force. Il y a d'autres aussi, lorsque elles estiment qu'il est quand même temps de faire la paix. Ils optent pour cette voie-là. Mais par rapport à notre situation, je crois que le président de la République avait mis sur pied pratiquement la voie diplomatique qui est en train de réussir, parce que nous avons encaissé quand même beaucoup de victoires diplomatiques. Il y a eu des condamnations, même des États qui disaient à demi-mot que le Rwanda était l'agresseur. Aujourd'hui, nous avons constaté que ces États ont quand même changé les narratifs. C'est ça le plus important. Ils sont en train de condamner clairement, sans embâche, le Rwanda. Mais non seulement ça, il y a aussi des sanctions qui sont en train de tomber. Vous comprenez, il n'y a pas que la condamnation qui est une littérature, mais il y a aussi des sanctions qui sont en train de tomber, lesquelles vont faire du mal, sérieusement du mal, non seulement à l'économie rwandaise, mais aussi à Paul Kagame. Sur le plan militaire aussi, vous comprenez, nous avons des conscrits qui sont en formation. Nous avons donc je disais, la conscription est vraiment populaire. Nous avons constaté que les Congolais sont en train d'aller se faire enrôler massivement dans notre armée pour non seulement grossir l'effectif de nos militaires, parce que, comme vous le savez, notre armée est constituée de plus ou moins 200 000 militaires, ce qui est une goutte d'eau dans l'océan. Au vu justement de notre démographie, nous avons une population de plus de 100 millions de Congolais. Il est paradoxal que nous ayons une armée constituée de 200 000 militaires. Vous voyez par exemple la Russie qui a une population de 1,5 million, mais l'armée est au-delà d'1 million, l'effectif de l'armée. Donc il n'y a pas que les conscrits qui sont en train d'être formés, d'être déployés sur la ligne de front, mais également l'arsenal militaire qui est en train d'être bonifié. Vous comprenez, avec tout ce qu'il y a comme achat, des armes, etc. C'est un travail à long terme. Donc, c'est-à-dire, c'est un travail à long terme. Non, c'est-à-dire sur toutes les deux voies, nous sommes quand même en train de bien évoluer. Il est certes vrai que nous avons perdu justement Nord Kivu et une partie du Sud Kivu qui sont rentrés dans le giron justement du M23, Paul Kagame, parce que c'est le M23, c'est les bras séculiers de M. Kagame, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Nous avons perdu une bataille. Et je crois qu'avec la restructuration de notre armée telle qu'elle est observée actuellement, avec justement la dotation de notre armée en arsenal militaire impressionnant, nous pensons que nous allons reprendre les contrôles de ces territoires
ou de ces provinces qui sont sous l'escarcelle du 1-23, mais en même temps, nous allons faire en sorte que la paix revienne définitivement. Ici, nous n'avons pas besoin d'une paix qui va durer une journée seulement. Oui. Vous comprenez, nous avons besoin d'une paix définitive, une paix durable, de sorte que notre population puisse vivre quand même dans la paix, dans la quiétude, que notre population de l'Est puisse vaquer librement à ses occupations. Vous comprenez? Donc, nous pensons que nous allons en venir à bout de cette nébuleuse qui est en train de s'aimer désolation dans cette partie est de notre pays. Et les présidents de la République, comme la population, nous sommes vent debout contre cette agression injuste. Et nous pensons avec justement les pourparlers qui vont commencer incessamment, il y aura certainement des solutions qui vont advenir pour que définitivement, sur le plan diplomatique, que nous puissions gagner, mais sur le plan militaire aussi, que nous ne puissions pas dormir sur nos lauriers, considérer que, voilà, puisque diplomatiquement, nous pouvons arracher la paix, que nous puissions abandonner ces fronts. Nous devons nous préparer en conséquence. Vous savez, aujourd'hui, à l'échelle de la planète, pour que l'on vous respecte, vous devez avoir une armée efficace, une armée dissuasive. Et avoir une armée efficace, il faut naturellement entre 10 et 20 ans, selon les experts militaires. Et nous pensons que les présidents avaient déjà entamé justement ces processus. Depuis son premier mandat, on a assisté à un recrutement massif de nos militaires. Je vous rappelle d'ailleurs que, ou je vous informe si vous n'êtes pas au courant, le président de la République a eu à former déjà plus de 30 000 militaires lors de son premier mandat. Et actuellement, il y a des milliers de militaires qui sont en formation, donc des recrues qui sont en formation. Et nous pensons que cette armée-là, nous l'aurons, mais c'est un processus. Ce n'est pas en 2, 3, 4 ans qu'on peut avoir une armée moderne, voilà, une armée redoutable, etc. Francis Chibalabala, avant d'arriver bien sûr aux discussions directes entre les gouvernements congolais et les M23 qui sont convoqués au niveau de Luanda. Mais d'abord, cette question, quand vous parlez des sanctions qui sont prises à l'encontre du Rwanda, mais les sanctions, bien sûr, mais qu'est-ce que ça change sur le terrain? Vous savez, la situation est perdue. Vous savez, on a tendance à dire que les sanctions n'apportent rien, les sanctions ne peuvent pas pousser l'agresseur à reculer. Moi, je crois que c'est une très mauvaise lecture que l'on fait justement des sanctions. Aujourd'hui, par exemple, la Russie avait semblé montrer à la face du monde que ces sanctions étaient inopérantes, mais au jour d'aujourd'hui, la Russie, préalable justement au cessez-le-feu à tout, elle souhaite que les États-Unis puissent lever justement les sanctions. Donc cela prouve à suffisance que ces sanctions font quand même mal. Et en ce qui concerne le Rwanda, je crois que si ces sanctions ne faisaient pas mal, Kagame n'allait pas aujourd'hui, par exemple, reculer. J'ai dit reculer, pourquoi? Parce qu'on ne constate plus justement cet accompagnement du 1-23 par l'armée rwandaise. Et Kagame est en train de nier naturellement toute implication de son armée, justement, sur les champs de bataille. Donc ça prouve à suffisance. Au-delà de ça, monsieur le journaliste, je vous rappelle que lorsque le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était en train, justement, sous sa conduite, ils étaient en train de pilonner, de tuer les populations palestiniennes. À un moment donné, les discours n'éteignaient plus, les discours ne lui faisaient plus reculer. Mais lorsque la Cour pénale internationale avait émis justement un mandat d'arrêt international, on a senti que ces ardeurs s'étaient quand même refroidies. Donc c'est pour dire qu'au-delà de sanctions qui sont déjà tombées, il y aura d'autres sanctions qui vont advenir naturellement. Et avec la venue du procureur de la Cour pénale internationale, nous pensons qu'il y aura... Ça va changer la donne. La chaîne de commandement militaire et politique qui est à la base de la situation qui se passe dans la partie Est, devra certainement répondre de ces actes un jour, naturellement, parce que les faits qui sont perpétrés dans cette partie de l'Est rentrent dans les cadres justement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je vous garde. Et je crois qu'en ce moment-là, nous aurons quand même, ou la population, et ainsi que les morts
les Congolais qui sont tombés à la suite de cette barbarie, justement, qui remonte à une époque moyenâgeuse, bien entendu, vont quand même voir la justice, justement, être rendue à leur profit. Et ça, nous appelons de tous nos voeux. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député national. Ici, l'on parlait bien sûr des discussions qui sont convoquées par Luanda, avec le président João Lourenço, qui est même le président en exercice de l'Union africaine. Mais vous ne pensez pas que si Kinshasa arrivait bien sûr à dialoguer, à parler avec le M23, ce serait bien sûr une façon de dédouaner le Rwanda, que vous avez accusé tous ces jours qu'il est derrière, bien sûr, ces mouvements terroristes. Voilà, nous pensons que le dialogue tel que souhaité par le chef de l'État doit se faire dans les cadres de la résolution 2773. Et cette résolution met en commun ou met ensemble les deux processus, de Luanda et les processus de Nairobi. Oui. Vous comprenez? Et dans les processus de Nairobi, il y a les dialogues directs avec les M23 et les groupes armés qui écument la partie est de notre pays. Et tandis que dans celui de Luanda, on dialoguait directement avec le président Kagame. Il n'est un secret pour personne que la situation volatile dans la partie est de l'RDC est entretenue ou est voulue par M. Kagame, qui est notre voisin. Et dans le Rwanda, qui est notre voisin, à travers son président, qui est M. Kagame. Donc, la M23 et les bras armés de M. Kagame. Tout ce qui se passe là-bas, c'est dicté justement par M. Kagame. Voilà pourquoi les présidents de la République avaient souhaité dialoguer directement avec Kagame plutôt que d'aller perdre du temps avec un mouvement qui est constitué des pantins, un mouvement qui ne saura pas justement s'assumer lors des échanges, lors des discussions, qui prendra jamais une décision sans en référer justement à leur parrain qui est M. Kagame. Vous comprenez? Et étant donné que le président Lourenço a souhaité qu'il y ait des échanges ou des discussions directes avec les M23, j'estime que cela se fera dans les cadres justement de la résolution. Parce que sortir de la résolution, ça a beaucoup de conséquences dans la mesure où non seulement il y a un acteur majeur, un protagoniste de taille avec qui nous devrions échanger ou dialoguer, il sera carrément mis hors cause. Alors que c'est un danger parce que nous risquerons de retomber dans les travers du passé. Il constitue une base arrière. Son pays est une base arrière de tous les mouvements qui ont toujours agressé notre pays. Il est certes vrai que ces mouvements s'émuent généralement. Il y a plusieurs sémantiques, il y a plusieurs dénominations, etc. Mais ces mouvements ont pour base arrière le Rwanda. Et si Kagame lui-même est mis hors cause par rapport à tout ce qui se passe là-bas, c'est un grand danger parce qu'il va dire que voilà, mon narratif, il était authentique, il était réel. C'est un problème que ce n'est pas moi, c'est un problème congolo-congolais. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Il est attesté que le mouvement M23 est constitué en majorité des Congolais, mais il y a aussi des étrangers au sein de ces mouvements. Mais vous ne pensez pas que ce serait un Et ce mouvement est plus en train de préserver les intérêts du Rwanda aux dépens de nos intérêts. Un mouvement qui est, entre guillemets, considéré des Congolais. Donc, nous ne voulons pas aujourd'hui que M. Kagame, donc nous puissions nous retrouver dans un cas de figure où M. Kagame est mis hors cause, ce qui veut, par extension, dire qu'il ne répondra jamais, alors jamais, de tous les actes ignobles qu'il a, par les truchements de ses supplétifs commis dans la partie est de notre pays. Toutes ces personnes qui ont payé de leur vie gratuitement, vous comprenez? Les seuls péchés qu'ils auraient commis, c'est d'être sur leur sol, sur leur pays, dans leur pays. Vous comprenez? Et toutes ces personnes-là qui sont tombées, aujourd'hui, les décomptes macabres nous donnent un chiffre exponentiel de près de 12 millions de Congolais
qui sont tombés. Et je crois que ces crimes contre l'humanité, ces crimes des guerres, ces crimes des génocides ne peuvent pas rester impunis. Vous comprenez? Mais la question divise la classe politique. Ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas avoir ces discussions directes parce que ce serait un piège qui est tendu au président de la République. Voilà pourquoi moi j'en appelle au respect justement des attendus de la résolution 2773. Espérons que ça sera fait. Donc ici, nous avons besoin d'une paix, pas une paix factice. Nous ne voulons plus retomber dans les travers du passé où nous allons voir encore un autre mouvement ressurgir sous une autre dénomination, nous agresser, tuer nos populations, faire même bas sur nos richesses. Nous voulons régler la situation à la racine. Nous voulons aborder justement les vraies causes de cette situation qui a duré plus d'une décennie et pratiquement 3 décennies. Et pour ce faire, nous devons non seulement mettre du sérieux dans ce que nous allons faire, nos représentants ou la délégation de Kinshasa doit aborder justement la situation de manière globale, vous comprenez? Remonter les chaînes de commandement politique et militaire qui est à la base de cette instabilité dans notre pays, régler la situation de manière exhaustive pour ne plus revivre encore cette situation sur les sols congolais. Sur les sols congolais. Voilà. Donc voilà un peu ma position. Donc nous voulons que cette histoire soit réglée, que ce soit diplomatiquement ou militairement. Mais si diplomatiquement nous pouvons mettre beaucoup plus d'intelligence sur ces volets, cela, bien entendu, épargnerait quand même les vies humaines. Vous comprenez? Mais on ne doit pas obtenir la paix à n'importe quel prix. Voilà. Vous saluez bien sûr la démarche, mais tout en respectant la résolution 2773. 73, en effet. Alors, mais par rapport à cet accord qui a été proposé auprès des États-Unis pour arriver bien sûr à sécuriser les minerais de la République, d'aucuns penseraient que ce serait une façon également de brader nos minerais. Non, je crois que d'ailleurs nous serons dans un partenariat win-win, gagnant-gagnant, vous comprenez? Vous croyez vraiment à ça? Naturellement, parce que si cet accord-là ou ce partenariat est signé, la RDC en sortira gagnant aussi, dans la mesure où, vous savez, aujourd'hui par exemple, on n'arrive pas, naturellement, à bénéficier de nos minerais rares, des métaux rares qui sont dans la partie est de la RDC, à cause justement de notre voisin qui est en train de s'aimer ou d'instaurer une zone des non-droits lui permettrait, bien entendu, de faire main basse sur nos richesses et aller les brader pratiquement. Et nous voulons qu'il y ait un partenariat entre nous et les États-Unis parce qu'ils sont en quête de ces minéraux rares. En échange, nous allons bénéficier certainement de la technologie, par exemple, de l'appui militaire, de la formation, de l'équipement de notre armée. Et lorsque nous aurons une armée moderne, une armée dissuasive, nous serons en mesure de sécuriser les frontières de notre pays. Nous serons en mesure de dissuader tout le voisin qui s'hasarderait à venir agresser notre pays. Aujourd'hui, nous avons des mauvais voisins, le Rwanda, l'Ouganda, etc. Demain, ça sera peut-être un autre État. Mais si nous avons une armée dissuasive, je crois qu'aucun État ne s'hasarderait à venir s'aimer la désolation sur notre sol. Donc, c'est vraiment important pour nous. D'ailleurs, il y a aussi l'Ukraine qui a fait une telle proposition aux États-Unis parce que nous avons besoin vraiment de la sécurité. Nous avons, vous savez, dans les concerts des nations, pour qu'on vous respecte, vous devez avoir une armée dissuasive, une armée efficace. Bien sûr. Vous devez avoir des arsenaux de guerre impressionnants. Aujourd'hui, par exemple, vous devez également être sérieux. En effet, pour que la bonne gouvernance soit vous devez être sérieux. Il faut une gestion efficiente des ressources ce qui n'est pas le cas avec de l'État, etc. Mais je crois que nous sommes sur cette dynamique-là. Vous savez, c'était juste un exemple que je voulais donner. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis d'Amérique, qui est une superpuissance militaire, ne peut pas s'hasarder à aller attaquer la Corée du Nord, par exemple, parce que la Corée a l'arme chimique, a l'arme atomique, vous comprenez? De la même manière, les États-Unis ne peuvent pas aller attaquer l'Iran,
qui est soupçonné de détenir aussi cette arme. Donc, pour que l'on vous respecte dans les concerts des nations, il faut avoir des arsenaux de guerre impressionnants. Il faut avoir une arme dissuasive, qui est l'arme chimique. Et nous pensons, pour que cette situation soit réglée définitivement, pas à travers les accords, mais à travers, justement, un mécanisme qu'on mettra en place pour dissuader tous les agresseurs de notre pays, il faut absolument que nous ayons une armée efficace devant permettre à ce que nos frontières soient préservées, vous comprenez, et qui aussi sécurisera la population congolaise. Merci beaucoup Francis Chibalabala. Je rappelle que vous êtes député national. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre de partout ailleurs. En tout cas, je vous quitte avec plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Vous le savez, chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. À tout à l'heure.